Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Alors bonjour à tous, j'ai vécu une expérience intéressante hier. Euh, j'ai une amie qui m'appelle en disant voilà, j'ai une migraine, je ne peux pas dormir, c'est dramatique. Je lui dis attends. Et qu'est-ce que j'ai fait? Hop, moi je me prends toujours les pieds dans les partages d'écran. Je lui ai lu des poèmes, des poèmes de Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Et elle s'est endormie. Donc la beauté, donner de la place à la beauté, donner des espaces à la beauté, c'est ce qui m'a inspiré pour écrire cette chronique ce matin. Donc, je vais arriver à partager mon écran. Nous y voilà. La première chose sur laquelle j'ai réfléchi, c'est pas une maladie, mais c'est un phénomène. Le mot est très joli, c'est l'alexithymie. Donc, l'alexithymie, en fait, il y a l'alpha privatif, sans. Lexis, c'est le vocabulaire, et le thymie, c'est les émotions. Il y a en fait des gens, mais c'est un spectre tout ça, c'est-à-dire que je suis certainement un peu alexithymique, qui ont des difficultés à identifier, à différencier ou à exprimer leurs émotions et qui ont parfois aussi du mal à déchiffrer celles des autres. Donc ça se traduit comment? Donc c'est incapacité à identifier ses propres sentiments et faire la différence entre ce que je ressens, on va dire en termes d'émotion, et ce que je ressens dans mon corps. Une difficulté à les communiquer verbalement. Et puis, on va dire le registre du vocabulaire est uniquement dans les choses physiques et concrètes. Euh, et ça rend, on va dire, l'expression en général beaucoup plus pauvre. Et il y a un dernier fait ou un dernier trait qui n'est pas exprimé ici, c'est que généralement, le vocabulaire pour exprimer les émotions positives est beaucoup plus limité que celui pour exprimer les émotions négatives. Donc, vous pouvez imaginer, ça rend la vie un petit peu compliquée. Ça m'a fait aussi penser à l'impact des nouvelles technologies. Donc j'ai regardé un peu ce qui se passait pour les enfants avec les écrans. Dans ma tête, un peu vieille école, je me disais les écrans, ça crée des problèmes cognitifs. En fait, ça en crée, mais c'est pas la seule variable. C'est-à-dire que si les enfants continuent à être dans un environnement familial, personnel, social stimulant, l'impact des écrans est minimisé. Donc, ce n'est pas uniquement les écrans, c'est les écrans et le contexte qu'il faut prendre en compte. Donc, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Je me suis rappelé les paroles de cette chanson de Leonard Cohen que j'adore. Il y a une fêlure dans toute chose, et c'est à travers cette fêlure en fait que la lumière peut apparaître. Et donc, dans l'alexithymie, dans mon incapacité à exprimer mes émotions et à les exprimer de façon positive, quelle est la brèche et comment avancer dans ces sujets-là et dans cette brèche-là. Et donc là, évidemment, c'est ma façon de réfléchir. J'ai pensé à cet art japonais que vous connaissez certainement, c'est devenu quasiment une tarte à la crème maintenant. C'est l'art du kintsugi. Donc en fait, quand les objets en céramique sont brisés, on peut les réparer et on les répare généralement avec de la poudre d'or, ce qui rend l'objet, on va dire, un peu plus fascinant, encore plus beau, parce qu'il n'est pas totalement parfait, mais il est embelli par la réparation et par l'or. Et bien évidemment, c'est le côté un peu tarte à la crème, ça a été utilisé, galvaudé, comme une métaphore de la résilience, mais je trouve ça néanmoins intéressant. Il y a une esthétique qui vient d'ailleurs, et ça m'a donné à réfléchir. En réfléchissant sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs façons de réparer la céramique. Donc il y a le kintsugi qu'on vient de parler, mais il y a aussi autre chose qui est plus l'approche chinoise, que vous voyez sur la droite ici, avec un vase qui s'appelle Bakoan et qui est la méthode Corium en Chine. Bakoan, pour la petite histoire, ça veut dire sauterelle ou criquet, parce que les agrafes, en fait, qu'on utilise pour réparer la céramique, ont la forme de criquet ou de sauterelle. Et j'ai regardé en fait la méthode utilisée
avec les curiums pour essayer de comprendre si ça serait pas ou si ça ne pourrait pas être une pédagogie de résolution de problèmes personnels, mais aussi, pourquoi pas, une façon de regarder les problèmes que je peux avoir dans mon entreprise, dans mon management, et voir comment je peux les aborder. Donc, je vais vous inviter à découvrir les différentes étapes en fait de réparation des vases en céramique en Chine traditionnellement. Donc, on est autour, ça a été des méthodes qui ont été découvertes autour du XIIIe siècle en Chine. Et pour la petite histoire, c'était importé au Japon parce que la dynastie qui était alors au pouvoir en Chine avait fait un cadeau aux Japonais. Ils ont cassé le vase, ils l'ont renvoyé en Chine espérant avoir quelque chose pour remplacer le vase, mais les Chinois l'ont réparé. Donc la première étape de cette méthode chinoise est restaurer l'état d'origine pour mettre le vase dans un état où il est prêt à réparer. Donc on l'assemble, on le réassemble et on prépare pour la réparation. La deuxième étape, qui est tout aussi importante, c'est trouver les points où on va percer la porcelaine pour pouvoir savoir combien de clous et d'agrafes on va devoir utiliser et où est-ce qu'on va devoir les implanter, parce que bien évidemment, il y a tout un jeu subtil entre la fragilité de la porcelaine et les clous qu'on va mettre dans la porcelaine. La troisième étape, c'est le perçage des trous, qui est l'étape la plus délicate en fait, puisqu'en fait, il faut percer des trous, mais sans jamais traverser complètement la porcelaine, et on le fait avec du diamant. Si j'ai bien compris, cette méthode qui s'appelle curium, elle est liée justement à l'utilisation du diamant. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « On ne peut pas traiter la porcelaine sans utiliser le diamant », pour la petite histoire. La quatrième étape, c'est vraiment mettre les clous, mettre les agrafes dans la porcelaine. Donc, ce qui est très étonnant pour moi, c'est ce qu'on voit sur la photo, c'est à la fois le marteau, les clous, la porcelaine et la main. Donc, il y a des forces, des rigidités, des duretés qui sont différentes et donc potentiellement des problèmes de rupture. Et puis, le dernier point, c'est une fois que les agrafes ont été implantées, on utilise du blanc d'œuf et de la poudre de porcelaine pour sceller et protéger la réparation. Donc, comme ça, on répare totalement le vase et il devient étanche à nouveau et la réparation devient solide et durable. Ce qui m'a intéressé, donc, c'est ces 4 étapes. D'abord, préparer les éléments cassés. Ensuite, définir les points de perçage. Réaliser les trous de fixation. Fixer les clous curium, c'est leur nom. Et ensuite, finaliser et protéger. Je ne vais pas aller dans les détails de chacune de ces 5 étapes sur qu'est-ce que ça veut dire pour ma propre réparation, ma propre évolution, ma propre résilience ou la résolution de problèmes dans mon entreprise. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais je pense qu'il y a un parallèle qui est quand même très intéressant et qui sort un peu de nos approches traditionnelles occidentales, on va dire très mentales, très intellectuelles. Il y a une approche qui est beaucoup plus manuelle, beaucoup plus proche de la matière, et donc il y a forcément un intérêt puisque c'est différent. En conclusion, toujours pour rester dans un univers oriental, donc japonais et chinois, et pour continuer cette réflexion sur ma propre progression, ma propre, on va dire, résilience, mais aussi celle de mon entreprise, je me suis concentré ou j'ai porté mon attention sur la place du vide, en fait, dans l'art visuel asiatique, donc chinois et japonais. Pour la petite histoire, en japonais, ça se dit le vide se dit le ma, et ça a vraiment une place importante dans tout l'art parce que c'est un espace où les choses peuvent se créer. C'est un espace d'échange, c'est un espace d'embellissement. Une petite anecdote, je rencontre un jour une Chinoise, évidemment, on va boire du thé, et elle me sert je la sers de thé, et je m'arrête quasiment à la moitié de la coupe, et elle me dit « Waouh, tu connais notre culture ?» Et en fait, je dis « Bah non, mais je sais que c'est comme ça que ça se fait. » Elle me dit « Je vais t'expliquer pourquoi. » Et en fait, quand on sert du thé, il y a plusieurs choses importantes, au moins 3. Pourquoi on ne remplit pas la coupe jusqu'au bord? La première, c'est la beauté de l'incomplétude. Donc, c'est laisser la place à l'inédit et à la beauté. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la politesse. On ne va pas montrer qu'on a soif. On ne va pas remplir jusqu'au bord. Et la troisième chose, c'est plutôt de la sociabilité. C'est quand bien même il y a beaucoup de thé dans la théière, je veux avoir le plaisir de faire durer ce moment-là avec toi.
Donc, plutôt que d'avoir une coupe pleine, je vais la remplir à moitié. Comme ça, on va pouvoir boire 2 coupes ensemble. Donc, évidemment, c'est ce que je vous disais avant. Est-ce que ça peut être une méthode de résolution de problème, une façon d'aborder les problèmes différemment? Je reviens aux migraines que j'évoquais tout à l'heure en aparté. Hier, j'ai une amie qui m'appelle, insomnie, migraine. Je dis, écoute, je te propose un truc. Je vais te lire des poèmes des Fleurs du Mal de Baudelaire. Et bah, miraculeusement, elle s'est endormie sans mal de tête. Et donc, faire un break, prendre une pause et regarder où on met les agrafes et réparer les choses dans l'ordre des choses. Euh, Évidemment, pour finir, je ne peux pas ne pas penser et je ne peux pas ne pas vous laisser avec un haïku qui est tout l'art justement du vide, qui est tout l'art de la beauté, de dire les choses avec une élégance et avec une sobriété. Et j'ai trouvé celui-là qui est un des plus connus en fait au Japon et qui se dit de la sorte, c'est couvert de papillons, l'arbre mort est en fleurs. Et je trouve là une belle allégorie, une belle image en fait de la résilience et de la réparation. Voilà, merci pour aujourd'hui. Merci, Damien. Alors, évidemment, dans l'art de vivre, il y a le fait qu'un verre de vin ne se remplit pas ménisque, hein. Le verre de vin, on le remplit jusqu'à au moment, à l'endroit où la courbure du verre s'inverse. Donc, en fait, c'est plus C'est compliqué que la exactement moitié. ça. Hein? C'est exactement ça. Donc, c'est plus compliqué que la moitié, en fait. On est plus sophistiqué que les Chinois, je crois. Ouais, ce que j'entends là et ce que je vois là, c'est que il y a une invitation à l'équilibre, il y a une invitation à la tempérance, et puis il y a une invitation aussi à l'attention. C'est-à-dire qu'il y a des choses subtiles, des éléments, on va dire, de changement, d'inflexion auxquels il faut être vigilant. On pourrait même dire quasiment des moments de crise, en fait. Là où la courbe, là où les tendances s'inversent, c'est là où il faut prendre un temps de pause et là où il faut s'arrêter pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a aussi là-dedans une invitation à aller rechercher l'essentiel. Et la tasse de thé n'est pas l'essentiel. Mhm. L'essentiel est là, et le moment qu'on passe ensemble. La réalité n'est qu'un moyen pour des choses plus essentielles. Hmm. C'est un peu. Ouais, ouais, t'as raison. C'est une belle réflexion.